Coup de tonnerre au sommet de l'État, Diong-Gut poussé vers la sortie, la démission plane sur Etoudi. Mes chers téléspectateurs, comme on dit chez nous, quand le tam-tam change de rythme, même les danseurs les plus fatigués se réveillent. Et aujourd'hui, le tam-tam du Cameroun résonne plus fort que jamais, parce que le bruit court que Joseph Diong-Gut, le Premier ministre, l'homme de bon goût, serait arrivé à la fin de sa partition. Oui mes frères, le rideau menace de tomber sur celui qui, pendant 6 ans, a navigué entre les tempêtes de Yaoundé avec le sourire diplomatique et la patience d'un moine bouddhiste. Mais attention hein. Ce n'est pas une petite rumeur de Ngombe au quartier, non. C'est un vrai parfum de crise qui flotte au sommet de l'État. Parce que pendant que les enseignants tirent le diable par la queue, que les jeunes diplômés pleurent leur matricule non signée, et que les ministres eux-mêmes se reniflent comme des chats dans une cour, voilà que le doigt accusateur se pointe directement vers Diong-Gut. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Ici, chaque détail compte, chaque silence est suspect, et chaque décision peut faire basculer tout un régime. Ce n'est pas juste une histoire de paraphe oublié, c'est peut-être la dernière danse d'un Premier ministre qu'on accuse d'avoir laissé dormir les dossiers des enseignants comme s'il s'agissait de vieilles moustiquaires au grenier. Mais avant que je ne vous ouvre toutes ces pages sombres du théâtre politique camerounais, prenez une seconde, oui juste une petite seconde, pour liker cette vidéo, pour vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, à Caménews, nous ne servons pas les infos fades comme du riz sans sauce. Non, ici, on vous sert l'actualité bien épicée, pimentée, sans filtre, avec tout le sel de la satire camerounaise. Alors attachez vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre maintenant n'a rien de banal. Partie 1, quand le rideau tombe sur les coulisses du MRC. Mes chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons entrer dans les cuisines chaudes de l'opposition camerounaise. Oui, vous avez bien entendu, pas les belles salles de conférences climatisées qu'on vous montre à la télé, mais les vraies cuisines, là où ça fume, ça crie, et où chacun veut être chef cuisinier même s'il ne sait pas faire bouillir un œuf. Parce que ce que Rebelle Mboussi a révélé n'est pas une petite histoire de quartier, c'est un vrai feuilleton qui nous montre comment la politique au Cameroun peut parfois ressembler à une comédie de Mbalmayo. Vous voyez, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, c'est ce grand parti qui a su enflammer les foules, qui a fait trembler le régime lors de la présidentielle de 2018, et qui reste encore dans la bouche de tout le monde dès qu'on parle de changement. Mais derrière les grands discours, derrière l'image sérieuse du professeur Maurice Kamto, il y a des coulisses, et dans ces coulisses, on trouve des intrigues, des complots, et parfois même des trahisons dignes de films nigérians. Rebelle Mboussi, qui n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche, est venu lever un coin du rideau. Et ce qu'on voit derrière n'est pas joli. Parce qu'au lieu de trouver un parti uni, discipliné, prêt à marcher ensemble comme une armée vers la victoire, elle a trouvé des camarades qui passaient leur temps à faire de la politique comme on fait de la chasse aux rats, chacun avec son piège, chacun avec son maïs, chacun prêt à crier victoire dès qu'un rat tombe. Mes frères, imaginez un peu la scène. Au lieu de dire, Kamto est notre capitaine, avançons avec lui, soutenons-le jusqu'au bout, certains venaient lui souffler à l'oreille, rebelle, aide-nous à convaincre Kamto de démissionner, on veut essayer quelqu'un d'autre. Ah! Voilà donc les fameux stratèges de salon. C'est comme si une équipe de football disait à son attaquant vedette de sortir du terrain, non pas parce qu'il est fatigué, mais juste parce qu'un joueur de banc veut aussi goûter le ballon. Mais attendez, qui fait ça? Et c'est là que le drame commence. Parce que ce genre de comportement, c'est la preuve que même dans l'opposition, il y a ce que nous appelons en camerounais, l'esprit du Ndem. Oui, le Ndem, ce mal camerounais qui pousse toujours quelqu'un à saboter l'autre, même si ça doit faire tomber toute la maison. Pendant que Paul Biya et son système sont en train de verrouiller toutes les portes avec cadenas, et encore cadenas, certains opposants eux-mêmes sont occupés à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et ce n'est pas seulement une question de stratégie politique. Non. C'est aussi une question d'ego, de jalousie et de soif de reconnaissance. Vous connaissez déjà l'expression camerounaise, si ce n'est pas moi, alors personne. Voilà exactement ce qui anime certains dans les coulisses. Ils préfèrent voir le parti échouer, mais que l'échec soit collectif, plutôt que de voir Kamto réussir et devenir le héros du changement. Rebelle Mboussi n'a donc fait que mettre des mots sur une réalité que beaucoup pressentaient déjà, le MRC, malgré son image forte et sa popularité, est traversé par des courants internes, des rivalités qui parfois ressemblent à des querelles de famille. Vous savez, ce genre de querelle où chacun dit aimer la famille, mais passe son temps à tirer la couverture pour lui seul. Mais au fond, la vraie question est simple,
pourquoi demander à un leader qui incarne l'opposition la plus sérieuse de quitter son poste? Est-ce par stratégie? Par calcul intelligent? Ou alors par jalousie pure et simple? Parce qu'à bien regarder, cette idée de pousser Kanto à la sortie n'a rien de rationnel. C'est comme demander au capitaine d'un navire en pleine tempête de descendre pour laisser le gouvernail à un mousse qui ne connaît même pas la boussole. Voilà le genre de folie que Rebelle Mboussi a dénoncé. Et mes chers, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire dans la politique camerounaise. Parce qu'ici, chaque parti est comme un marché de Mbopi, ça grouille, ça crie, chacun vend son produit, et même si la pluie tombe, chacun croit que c'est lui qui a le parapluie le plus solide. Alors que, dans la réalité, tout le monde est mouillé. En somme, cette révélation de Mboussi est un rappel brutal, l'opposition camerounaise ne perd pas seulement à cause des manœuvres du régime. Elle perd aussi, et surtout, à cause de ses propres divisions internes, de ses petites querelles intestines, et de son incapacité à comprendre que, dans la lutte contre un système vieux de plus de 40 ans, on n'a pas le luxe de se tirer dans les pattes. Voilà donc la toile de fond que Rebelle Mboussi nous a peinte. Un tableau où l'on voit clairement que le combat de l'opposition n'est pas seulement contre Biya et son système, mais aussi contre elle-même, contre ses propres démons, contre son incapacité à mettre de côté les égos pour penser au peuple. Partie 2, quand la politique se transforme en marché de poissons. À mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, car ce que je vais vous dire maintenant ressemble plus à un sketch de cabaret qu'à une scène politique. Vous voyez, au Cameroun, la politique ce n'est pas seulement des débats d'idées ou des projets pour le peuple. Non. C'est aussi une véritable scène de théâtre où chaque acteur joue son rôle, parfois même sans savoir qu'il est en train de faire rire le public. Et dans cette pièce, notre cher Rebelle Mboussi a sorti un chapitre qui nous montre comment certains camarades de parti prennent la politique comme un marché de poissons à Mvogembeyi, chacun crie, chacun tire la nappe, chacun veut sa part de poisson, même si le panier est vide. Mboussi raconte que certains, au lieu de réfléchir sur comment battre le RDPC, préféraient perdre leur temps à lui demander d'aller provoquer Maurice Kanto pour qu'il démissionne, comme si la présidence du MRC c'était un taxi qu'on descend quand le chauffeur tarde. Mais attendez, vous voyez le paradoxe? On dit qu'on est tous dans le même bateau, mais au lieu de ramer ensemble, certains passagers passent leur temps à creuser des trous dans la coque. Et après, quand l'eau commence à rentrer, ils sont les premiers à crier « Au secours, le navire coule ». Mes frères, regardez un peu ce film. Au lieu de construire une stratégie solide contre le régime en place, les gars passaient leur temps à manigancer, à faire de la petite politique, à poser des pièges dignes de mauvais feuilletons nigérians. C'est ça même que Rebelle Mboussi appelle en langage poli, des « demandes étranges ». Mais nous ici, on dit la vérité, ce sont des coups bas, des manipulations, des « pièges à gombo » comme on en voit seulement dans les histoires de quartier. Vous voyez le problème de nos oppositions? C'est que parfois, ils oublient l'essentiel. On veut chasser Paul Biya, mais entre-temps on se dispute sur qui va s'asseoir sur la chaise de chef pendant que le vieux est encore assis dessus. C'est comme si une équipe de football se battait pour savoir qui va soulever la coupe, alors qu'ils n'ont même pas encore gagné le match. Et dans cette bagarre, il y a toujours un qui crie fort, un qui tire la culotte de l'autre, et un qui fait semblant de jouer blessé pour attirer la sympathie des supporters. Voilà la vraie tragédie de notre politique. Et pendant que certains complotaient dans les coulisses, Kanto, lui, faisait ses calculs, traçait sa route, sans savoir que ses propres camarades voulaient lui tendre le genre de piège qui ne se trouve même pas dans les vieux films de Kung-Fu. Imaginez un peu la scène, « Professeur, nous t'aimons, mais est-ce que tu peux juste quitter ton poste pour nous faire plaisir ?» Non mes chers, ça ce n'est pas la politique, c'est la comédie. C'est comme demander à un chef de famille de quitter la maison parce que les enfants veulent jouer au papa et à la maman. Et là, on comprend mieux pourquoi Rebelle Mboussi a parlé avec une pointe de colère. Parce qu'au fond, ce genre de comportement est la raison pour laquelle l'opposition camerounaise donne souvent l'impression de marcher sur place. Ce n'est pas seulement le régime qui met les bâtons dans les roues, c'est aussi les rivalités internes, les jalousies, et surtout cette vieille habitude de vouloir couper la tête de celui qui dépasse. En réalité, si on analyse bien, cette histoire révèle un syndrome typiquement camerounais qu'on appelle ici l'esprit du crabe. Vous connaissez, non? Quand un crabe essaie de sortir du panier, les autres ne l'aident pas, ils le tirent vers le bas. Voilà exactement ce qui se passe. Au lieu de pousser Kanto pour qu'il avance, certains voulaient le ramener dans le panier, juste pour qu'il ne soit pas le seul à briller. Mais mes frères, mes sœurs,
ce genre de calcul politicien, ça ne nourrit pas le peuple. Pendant qu'on perd le temps à comploter contre Canto, le régime, lui, avance tranquillement comme un train de marchandises. Et c'est le peuple qui continue de souffrir, de payer les factures d'électricité sans lumière, de boire de l'eau en sachet avec les mains sales, et de chanter l'hymne national le ventre vide. Voilà pourquoi cette affaire n'est pas seulement une petite anecdote de coulisses, c'est une vraie leçon sur comment l'opposition elle-même contribue parfois à ses propres défaites. En clair, ce que Mboussi a révélé, c'est une gifle à tout ce monde-là. Une manière de dire, mes chers, arrêtez de transformer la politique en tontine de quartier où chacun veut être caissier. Si vous voulez vraiment libérer le Cameroun, commencez par arrêter de creuser des trous sous vos propres pieds. Partie 3, les vies derrière les dossiers, colère froide et politique chaude. Mes chers téléspectateurs, il faut dire la vérité nue comme le manioc au marché, derrière chaque dossier d'intégration qui dort sur la table d'un ministre, il y a un être humain qui ne dort plus dans sa maison. Ce n'est pas seulement une affaire de papier tamponné ou de signatures oubliées, c'est une affaire de ventre vide, de loyers impayés et de craies qui n'écrivent plus. Imaginez un jeune enseignant sorti de l'ENS de Berthoua ou de l'ANSET de Kumba, affecté à 1000 km de sa famille, sans salaire, sans frais de relève, et obligé de vivre de débrouillardise. Vous voyez déjà la scène, le gars part enseigner la physique quantique le matin, et le soir, il vend les beignets haricots à la gare routière pour survivre. Voilà comment on fabrique des professeurs commerçants au Cameroun. Quand la craie devient un luxe. On dit que la craie est blanche. Mais au Cameroun, la craie des enseignants est devenue plus rare que la farine en période de grève des boulangers. Comment voulez-vous qu'un maître concentre son énergie à former les enfants, quand lui-même est encore en train de se demander comment il va payer le moto-taxi pour rejoindre son établissement? Les lauréats 2024, eux, ont déjà fait la rentrée officielle. Mais la seule rentrée qu'ils connaissent vraiment, c'est la rentrée dans le gombo du voisin pour chercher un plat. Et pendant ce temps, les dossiers dorment à Yaoundé comme si les ministres attendaient que les enseignants se transforment en statue de patience. La colère silencieuse des enseignants. Officiellement, ils se taisent. Parce qu'au Cameroun, tu sais qu'un mot de travers et ton dossier peut rester coincé dans un tiroir, pour réexamen. Mais sous cap, ces jeunes enseignants murmurent des vérités plus amères que le « n'jansan » sans huile. Certains disent carrément que le Premier ministre est leur bourreau, qu'il a la clé mais refuse d'ouvrir. D'autres accusent la ministre Nalova d'avoir enfermé leurs frais de relève dans une valise sans combinaison. Mais attention, chers spectateurs, l'histoire nous a montré que le silence des enseignants n'est jamais éternel. Souvenez-vous en 2022, quand le mouvement OTS, on a trop supporté, est sorti comme un tonnerre. Pendant des semaines, le pays entier a découvert que les enseignants peuvent bloquer les classes, les examens, et même l'agenda du gouvernement. Aujourd'hui, on a l'impression que la même braise couve encore sous les cendres. Et si on souffle un peu trop fort dessus, le feu peut reprendre de plus belle. La politique s'invite dans la salle de classe. Mais mes frères, ne faisons pas semblant, au Cameroun, tout finit en politique. Même quand il s'agit d'un bout de craie. Car derrière ce retard d'intégration, beaucoup voient plus qu'un simple embouteillage administratif, ils y voient des jeux de pouvoir, des bras de fer cachés entre ministres, ou même une stratégie pour montrer qui contrôle vraiment la machine. Et quand on sait qu'on est à l'approche d'une élection présidentielle, la moindre petite grève d'enseignants peut devenir une grosse épine politique. Imaginez la scène, en pleine campagne, pendant que les ministres viennent promettre « emploi, emploi, emploi », les jeunes enseignants crient « on a faim ». Vous sentez déjà la cacophonie? Le gouvernement, qui aime se vanter de former les enfants, risque de se retrouver accusé de tuer les maîtres avant même qu'ils n'écrivent une seule leçon au tableau. Le paradoxe camerounais, beaucoup d'annonces, peu de réalisations. Vous avez remarqué, mes frères? À chaque crise, on entend 1000 annonces, les dossiers sont en bonne voie, les frais seront payés bientôt, patience, patience. Mais quand tu grattes un peu, tu découvres que le « bientôt » camerounais n'a pas la même définition que dans le dictionnaire. Ici, bientôt peut vouloir dire un mois, un an, ou même jamais. C'est ce paradoxe qui use les enseignants. Pendant que les ministres passent à la télé dans des vestons bien repassés pour dire que tout est sous contrôle, le jeune maître, lui, dort encore à 4 sur un matelas dans une chambre d'amis, et boit l'eau chaude le soir pour tromper la faim. Une bombe sociale qui peut exploser. Si rien n'est fait, mes chers téléspectateurs, la situation des enseignants peut devenir une vraie bombe sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier, un enseignant n'est pas n'importe qui. C'est lui qui corrige les copies, qui donne les notes, qui surveille les examens.
s'ils se fâchent, ce n'est pas seulement une salle de classe qui ferme, c'est tout un système scolaire qui s'écroule. Et ça, c'est l'image même du pays qui prend un coup. Imaginez que ces enseignants, las d'attendre, décident d'appliquer la logique OTS, 0 cours, 0 examen, 0 surveillance. Là, mes chers, vous allez voir comment même les ministres vont courir avec leurs propres enfants à la maison, parce que les écoles privées aussi n'échapperont pas aux secousses. En résumé de la partie 3. Derrière ces retards administratifs, il y a des vies brisées, des frustrations contenues, et une colère prête à jaillir. Et comme toujours au Cameroun, la politique rôde derrière, prête à transformer un problème social en champ de bataille électorale. Mais ce qui est sûr, c'est que les enseignants ne peuvent pas rester éternellement les sacrifiés du système. Parce qu'à force de jouer avec leur dignité, c'est l'avenir du pays qu'on met en jeu. Partie 4. Les sorties de crise. Mes chers téléspectateurs de Caménews, asseyez-vous bien, serrez vos ceintures, parce que là où nous allons entrer, c'est le cœur même du système camerounais, la machine administrative qui parfois roule comme taxi clandestin à minuit. Vous savez, ici chez nous, quand le problème est petit, on complique. Et quand c'est gros, on fait semblant de ne pas voir. Mais attention, il existe des portes de sortie. Encore faut-il qu'on accepte d'ouvrir les portes, au lieu de les garder verrouillées avec le cadenas rouillé de la mauvaise volonté. Option A, le film calendrier qu'on montre au public. D'abord, il faut que le Premier ministre sorte de sa tour d'ivoire et nous serve un vrai chronogramme public. Pas les trucs cachés dans les tiroirs, non. Un papier clair, comme le tableau de mariage au quartier, où on écrit, semaine 1, je signe 300 décrets, semaine 2, 500, semaine 3, reste 200. On affiche ça sur le site web, sur les réseaux sociaux, et même au journal de 20 heures. Comme ça, chaque enseignant, au lieu de marcher jusqu'au Mafopra avec son matelas sous le bras, peut déjà voir en ligne, ah, c'est mon tour la semaine prochaine. Mais attention, au Cameroun, on aime bien annoncer les calendriers pour calmer la foule, et après on disparaît comme courant de NEO en saison de pluie. Donc si on veut que ça marche, il faut que ce calendrier soit vivant. Avec un compteur numérique qui bouge, pas une affiche figée comme les pancartes de campagne de 2018 qu'on voit encore au bord de la route. Option B, le Task Force 4 têtes. Deuxième piste, créons une vraie Task Force. Pas les comités de 40 personnes qui passent leur temps à boire le thé Lipton, mais une cellule réduite avec 4 clés, la primature, le Mafopra, le MINSEC et le MINFI. Leur mission ? S'enfermer pendant 30 jours maximum, comme on enferme un mouton de fête dans la cuisine, et ne sortir qu'avec 2 choses. 1. Les signatures des actes d'intégration en lot. Plus question de traiter les dossiers comme arachides qu'on compte une à une. Non, on prend le sac entier et on renverse dans la marmite. 2. Le paiement des frais de relève. Et ici, on parle bien d'argent concret, pas des promesses en mode, vous serez pris en charge, bientôt, patience. On doit voir les virements tomber, soit en chèque, soit en Momo ou Orange Money, comme on paie déjà les correcteurs des examens. Et pour que ce task force ne devienne pas juste une réunion pour prendre les frais de mission, il faut imposer un rapport hebdomadaire. Chaque vendredi, on annonce 1200 dossiers signés, 350 enseignants payés. Avec les chiffres exacts, pas les « environ » que nos autorités adorent. Parce que quand tu entends « environ », sache que c'est la porte ouverte au NDEM. Option C, le compteur Aigle grand public. Vous vous souvenez d'Aigle, la plateforme numérique qui a déjà produit les matricules des enseignants? Eh bien, on peut lui ajouter une fonctionnalité de compteur public. Imaginez un écran en ligne où tu vois. Acte signé par le PM, 1200 cents/4000. Acte en attente, 2008 cents. Frais de relève payés, 700/4000. Ça, mes frères et sœurs, ça calme la colère. Parce que l'enseignant, au lieu de supplier dans l'ombre comme si on lui faisait une faveur, il voit déjà que sa situation est juste en file d'attente. Et au Cameroun, on sait que les files d'attente, ça existe, regardez seulement devant MTN, Orange ou à la boulangerie de NSAM le matin. Mais au moins, quand tu vois la file, tu sais que ton pain arrive. Tandis que là, c'est comme si on t'avait vendu un ticket de cinéma sans te dire quand le film commence. Option D, la communication symétrique. Enfin, il faut casser ce système où un ministère annonce seul, chacun pour sa gloire. Ici, on veut une communication symétrique. Chaque fois qu'un lot d'actes est signé, le PM et le Mafopra apparaissent ensemble pour dire « Voici les dossiers réglés ». Chaque fois que des frais de relève sont payés,
le MINSEC publie la liste des bénéficiaires, avec non partiellement masqué pour confidentialité, mais assez pour rassurer. Parce que tant qu'on ne communique pas clairement, la rumeur devient ministre de l'Information. Et au Cameroun, vous savez que quand la rumeur attrape un dossier, ça finit en indemne total. On dira que les frais sont partis dans la poche des grands, que les signatures dorment parce que le PM est fâché, et ainsi de suite. Donc, seule une preuve visible peut calmer le jeu. Et d'ailleurs, le MINSEC a montré récemment qu'il sait faire du numérique, on a vu le lancement des paiements électroniques des contributions scolaires. Si on peut encaisser les parents en ligne, on peut aussi payer les enseignants en ligne. Sinon, ça devient comme ces histoires de voisins qui mangent la viande en cachette et viennent dire qu'il n'y avait que du bouillon. En résumé de la partie 4. Donc voilà nos 4 options, le calendrier clair, la task force efficace, le compteur aigle public, et la communication symétrique. Qu'on choisisse l'une ou l'autre, peu importe. Mais qu'on sorte de ce cinéma où les enseignants deviennent des figurants sans salaire, pendant que les ministres jouent les vedettes. Parce que franchement, un pays qui ne peut pas payer ceux qui forment ses enfants, c'est comme un marché qui refuse de payer les crieurs qui attirent les clients, tôt ou tard, la boutique se vide. Conclusion, la craie n'écrit pas sans la main, et la main n'écrit pas sans la solde. Au final, ce dossier n'est pas une guerre de communiqués, c'est une file d'attente humaine. Des jeunes enseignants à 1000 lieues de leur famille, des loyers, des transports, la dignité qui s'use.